Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce soir et bienvenue à cette soirée Bistro Brain Santé mentale. Et donc, je me présente, Marika Drouin. Je serai votre animatrice pour cette soirée de Bistro Brain. Et donc, si vous ne connaissez pas c'est quel le concept de Bistro Brain, on est un organisme à but sans lucratif qui promouvoit la science. Donc, en permettant de présenter de la vulgarisation scientifique à un large public. Ça a été fondé en 2017 ici à Sherbrooke, mais nous sommes maintenant à Trois-Rivières et à Montréal. Donc ce soir, nous aurons 4 présentations de 12 minutes avec 5 minutes de questions. Donc vous serez tous invités à aller au micro pour poser vos questions. Et je vois les gens qui arrivent, il reste plein de places à l'avant. Si vous voulez vous installer, ne vous gênez surtout pas. Et donc, Bistro Brain a aussi un podcast et des formations. Donc, si la vulgarisation vous intéresse, je vous invite à les consulter. Nous avons aussi une chaîne YouTube où vous pouvez rattraper tous nos événements que vous avez manqués. Et donc, ce soir, je vous invite également à rester attentifs puisque nous aurons un quiz à la fin de la soirée où il y aura 3 prix à gagner. Donc, ça vaut la peine. Et donc, je remercie chaleureusement nos commanditaires pour ce soir, donc l'AGEG, le Starius et notre collaborateur pour la soirée, le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Et donc, nous aurons Julie Lane, directrice du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, qui est également membre du conseil d'administration de Bistro Brain, qui va nous adresser un petit mot pour nous présenter la soirée. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici ce soir. La mission de Bistro Brain me touche profondément au cœur. J'ai participé à plusieurs activités à la demande d'Alexis. Puis à chaque fois, je suis fascinée de voir comment ces activités-là rallient des gens de tout horizon, des personnes étudiantes, des gens de la population, de tout âge. Alors, quand Alexis m'a proposé d'unir nos forces aux siennes pour organiser cet événement sur la santé mentale, on a immédiatement dit oui. Alors, vous aurez la chance ce soir d'entendre des gens de mon équipe, des gens de cœur profondément orientés à contribuer au mieux-être des jeunes adultes, puis à contribuer aux enjeux de santé mentale de notre société. Donc, le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale est rattaché à l'Université de Sherbrooke. Bien qu'il soit universitaire, ce n'est pas un centre qui fait juste de la recherche. Donc, on est à l'écoute des besoins qui nous sont portés à notre attention par des milieux scolaires, le réseau de la santé, milieux communautaires. Puis, par la suite, on co-construit avec ces acteurs-là des solutions pour contrer les enjeux de santé mentale. Donc, vous allez avoir la chance ce soir d'entendre certaines de ces innovations présentées sous forme originale. Merci à l'équipe de Bistro Brain. Les gens de mon équipe ont souligné l'excellente formation coaching qu'elles ont pu avoir et qui les amène à sortir de leur zone de confort. Donc, soyez indulgents, indulgentes. Je pense que ça stresse un peu certains membres de l'équipe, mais sinon, ça a été hyper apprécié. Puis, je pense que vous allez apprécier aussi la créativité derrière la présentation des membres de l'équipe. Alors, je vous souhaite une super belle soirée. Merci de votre intérêt pour la santé mentale. Merci beaucoup pour cette belle introduction qui met la table pour cette soirée à saveur santé mentale. Et donc, notre premier présentateur, François Lausier-Jobin, il est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke ainsi que coordonnateur de recherche au Centre RBC et il vous parlera de sa présentation qui a pour titre « Seras-tu un proche aidant en santé mentale ?» Donc, je t'invite à venir sur la scène. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, donc bonjour, je suis content d'être ici. Je m'appelle François Lausier-Jobin. Il ne faut pas que je me tourne vers mon écran, c'est ce que je m'aperçois. Donc, ici, à main levée, on va commencer avec une petite question. Qui ici se considère proche aidant en santé mentale? Hein, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui lèvent la main. Qui ici veut devenir proche aidant en santé mentale? Hein?
Donc, ma présentation aujourd'hui, c'est pour vous montrer en fait que si on se fie aux statistiques, vous allez tous être dans l'avenir des proches aidants en santé mentale. Donc, on va commencer avec la présentation, le plan de la présentation. Donc, la réponse est oui, vous allez tous devenir des proches aidants en santé mentale. On va regarder ensemble pourquoi. Après, comment est-ce que vous pouvez être le plus aidant possible. Et puis, on va terminer avec concrètement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Donc, si on pensez à qui vous avez dans votre réseau social. Hein? Donc, pensez à vos familles, vos amis, vos collègues, les gens dont vous êtes proches, à qui vous pouvez parler de vos problèmes. Disons que vous avez une trentaine de personnes autour de vous. Donc, on peut dire, si on se fie aux statistiques de Statistique Canada, qu'il va y avoir à peu près une personne sur 5 qui souffre aujourd'hui d'un problème, d'un trouble de santé mentale diagnosticable dans votre entourage. Et puis, au cours de la vie, il va en avoir en fait une personne sur 3 dans votre entourage qui va souffrir d'un trouble de santé mentale. On parle d'une altération au niveau des pensées émotionnelles, du comportement, une difficulté à fonctionner dans les différentes sphères de sa vie quotidienne. Donc, on a quand même, puis pour plusieurs recherches, ça, c'est des chiffres qui sont conservateurs. Donc, on voit qu'il y a quand même un besoin qui est majeur. Donc, si vous regardez, peut-être que vous êtes une de ces personnes-là, peut-être que vous connaissez une de ces personnes-là, peut-être que vous savez qu'elle souffre ou qu'elle ne souffre pas. Mais moi, ce que je crois, c'est que directement ou indirectement, on sera tous touchés par les troubles de santé mentale. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu déprimant. Hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de se rétablir d'un trouble de santé mentale. Hein? Un trouble de santé mentale, c'est une image qu'on prend à un moment dans sa vie. C'est comme une espèce de photo. Hein? Pensez à vos dernières photos de vos parties. Ça ne représente pas nécessairement comment vous êtes dans la vie de tous les jours. Hein? Donc, des fois, c'est des meilleures photos, des fois, c'est des moins bonnes photos. Et quand on regarde les dernières recherches, ce qu'on peut dire, c'est que, dans le fond, le rétablissement en santé mentale est non seulement possible, ce qu'on ne pensait pas nécessairement qui était le cas il y a une soixantaine d'années, mais en plus, c'est l'avenue la plus probable de votre cheminement si vous avez un trouble de santé mentale. Parmi ça, au niveau du rétablissement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent vous aider. Le principal dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le soutien social, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres facteurs, plein d'autres processus qui vont vous aider aussi dans ce cheminement-là. Quand on parle de soutien social, dans le fond, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas surprenant que ce soit le facteur le plus commun que nomment les études pour dire qu'est-ce qui favorise le rétablissement en santé mentale. Parce qu'on sait, par exemple, que le soutien en santé mentale a plein de liens avec la santé physique et la santé mentale. Donc, quelques petits exemples juste pour éveiller votre attention. Donc, on sait que si vous êtes bien intégré dans votre réseau social, vous allez vivre plus longtemps. Si vous avez un infarctus, vous avez plus de chances de vous en remettre. Si vous êtes exposé à des maladies, à des virus, vous avez plus de chances d'être protégé. Donc, on voit vraiment que le soutien social est super important. En termes de facteurs de risque, avoir un mauvais réseau social ou souffrir d'isolement, puis que ce n'est pas notre choix d'être plus isolé, hein, donc de vraiment en souffrir, ça représente le même niveau de risque que le fait de fumer la cigarette, faire de la haute pression ou souffrir d'embonpoint. Je m'excuse, je n'ai pas pratiqué tant que ça ma présentation avant, soyez indulgents. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, c'était vraiment ça le message qu'il y avait au cœur de ma thèse. Donc, moi, j'ai fait une thèse en psychologie communautaire à l'UQAM, et puis on sait qu'il y a un grand lien entre le soutien social et puis le rétablissement. Mais une fois qu'on dit ça, c'est quoi qui se passe à l'intérieur de ces relations-là qui fait qu'on va mieux, qui fait qu'on peut favoriser le rétablissement en santé mentale? Donc, le but de mon premier article de thèse, c'était d'aller regarder c'est quoi les mécanismes au cœur des relations avec des proches aidants qui vont venir favoriser le rétablissement d'un trouble dépressif, bipolaire ou anxieux. Donc, je n'ai pas réinventé la roue. Il existe différentes théories qui existent pour expliquer c'est quoi qui se passe à l'intérieur des relations. La première théorie dont on va parler, c'est vraiment les fonctions du soutien social. Donc, il y a 4 grandes fonctions dont on pourrait parler ensemble. Le premier, c'est le soutien émotionnel. Si je vous donne une petite caricature, moi, j'avais une coloc qui, à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, était enseignante au primaire. Je ne sais pas si ça a un lien, mais elle était enseignante au primaire. Puis chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle prenait le téléphone et elle passait les 45 prochaines minutes à parler de sa journée avec tous ses amis. Je suis sûr qu'elle avait comme son phone book, là, puis qu'elle y allait un par un pour juste raconter comment ça s'était passé. On n'est pas dans une logique ici où on veut avoir des solutions. On veut juste dire comment ça s'est passé puis être entendu.
Donc ça, c'est vraiment le soutien social émotionnel. Donc si on a quelqu'un de nous qui est proche, qui a un problème de santé mentale, eh bien là, on peut juste l'écouter, juste parler, partager des émotions. Ça peut être des émotions positives, négatives, mais juste d'avoir une considération pour l'autre, c'est super important, et puis qu'il le sente qui est important pour nous. Donc ça, c'est le soutien émotionnel. Après, on a la camaraderie. La camaraderie, c'est cette idée de faire des activités plaisantes avec la personne qui sont souvent détachées des problèmes de santé mentale. Puis là, les activités, ça peut être toutes sortes de choses. Pensez à vos intérêts, quelque chose qui va vous distraire. Ça peut être d'aller marcher en forêt, ça peut être d'aller faire du magasinage, ça peut être de pratiquer une activité sportive. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui est distrayant. Puis on n'a pas besoin de parler de ses problèmes tout le temps. Hein, l'exemple classique, voire stéréotypé qu'on peut donner, c'est une gang de chums ensemble. Il y en a un qui dit « Hey, je file pas, viens voir le match de hockey chez nous. » Ils s'assoient ensemble, ils prennent une bière, ils parlent de rien, puis à la fin de la soirée, tout le monde se sent mieux. Hein? Donc, on n'a pas besoin toujours d'ouvrir son cœur et puis de parler de tous ses problèmes. Excusez-moi. L'autre fonction du soutien social, c'est la validation. Donc, dans la validation, l'idée, c'est de peut-être reconnaître les efforts que fait la personne pour aller mieux. Donc, si on a une personne qui s'en va consulter, si on a une personne qui prend soin de soi en mangeant bien, en dormant bien, en faisant de l'exercice, le fait de souligner, d'encourager, de renforcer, dans le fond, ces différents comportements-là, c'est bénéfique pour le rétablissement. Et puis, finalement, le dernier mécanisme, c'est le soutien tangible. Donc, souvent, on pense au soutien tangible des affaires très, très, très concrètes. Donner un livre, t'aider à déménager, etc. Mais le soutien tangible, ça peut aussi être de venir soutenir l'intervention professionnelle. Donc, on voit, par exemple, notre proche qui fait des exercices ou qui a besoin d'aide ou qui a besoin d'un encouragement pour aller voir les services professionnels, bien, on peut l'aider dans ce sens-là. Donc, ça, c'est ce qu'on savait déjà pas mal bien dans la littérature. Ce qu'on a apporté dans ma thèse qui était différent, c'est qu'on est allé voir, OK, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes qui pourraient émerger des données? Donc, on est allé noter 3 nouveaux mécanismes. La première chose que disent les proches aidants qui les a le plus aidés, c'est « la personne était là pour moi ». Elle était présente. Pas besoin de parler, pas besoin de faire des activités, pas besoin de valider ce qu'elle a fait. Donc, juste l'idée d'être présent et disponible pour la personne, c'était l'élément le plus important pour les personnes qui souffraient de troubles de santé mentale. Donc, cette disponibilité-là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, il y a un vlogueur que j'aime beaucoup qui s'appelle Hank Green qui faisait avant de l'accompagnement plus auprès des personnes en fin de vie. Puis son superviseur lui disait toujours, là, vous excuserez mon anglais, « Don't just do something, be there ». Au-delà de faire quelque chose, sois présent, puis il faut que l'autre le ressente. Le deuxième grand mécanisme transversal qu'on a fait ressortir, oh, mes petites communications, mes petits trucs ne fonctionnaient pas. Donc, la communication. Donc, au niveau de la communication, dans le fond, on sait, hein, avec les études, par exemple, de Pennebaker, que juste le fait de parler d'un problème, ça fait du bien. Vous pouvez en parler à un ami, vous pouvez en parler au téléphone, vous pouvez même l'écrire dans un journal personnel. Déjà, ça fait du bien et puis ça aide. En plus, si ce message-là, il est écouté avec une attitude qui est non jugeante, avec une attitude empreinte d'ouverture, c'est très efficace. Et puis, finalement, le dernier, c'est tout ce qui est le pouvoir et puis l'influence. Donc, on peut influencer nos proches. C'est un petit peu bizarre à dire, mais on peut les influencer, je dirais, vers le bien, hein? Donc les inciter à avoir des bons comportements qu'on sait qui vont faire la promotion de la santé mentale, bien dormir, bouger, bien s'alimenter. Mais on peut aussi les inciter, je dirais, vers le mal. C'est-à-dire qu'on peut les inciter à profiter des bonnes choses de la vie, hein? Des petites chips, des petits biscuits, ça ne fait pas de mal à personne. En tout cas, c'est mon sujet, selon moi. Donc, c'est ça le mécanisme de l'influence. En plus, dans ma thèse, dans le fond, non seulement on est allé documenter chacun de ces mécanismes-là, mais on les a aussi vus, c'était quoi leur lien entre eux. Je vous les ai montrés individuellement, mais il faut voir qu'ils sont tous imbriqués. Puis on a différentes relations qui peuvent avoir différentes richesses en différents niveaux à l'intérieur de ces relations-là, avec différents mécanismes qui sont exploités. Et puis, finalement, dans ma thèse, on a aussi regardé, si ça vous intéresse, vous me poserez des questions là-dessus, non seulement le point de vue des personnes aidantes, mais aussi le point de vue de la personne aidée. Puis, on est allé faire la même démarche aussi auprès des intervenants. Donc, qu'est-ce que les intervenants pensent que sont une bonne relation interpersonnelle? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Eh bien, je vais vous présenter, dans le fond,
selon 3 rôles. Le premier rôle, c'est si vous êtes le proche aidant. Le deuxième, c'est si vous êtes la personne qui a un problème de santé mentale ou qui a un problème au sens plus large. Et puis, le troisième, c'est s'il y en a qui sont intervenants dans la salle, que ce soit intervenant psychosocial ou non. Donc, pour ce qui est des personnes proches aidantes, on voit le message principal de ma thèse, c'est l'importance d'être présent. Il faut que la personne sente que vous êtes présent malgré les difficultés. Donc, le rétablissement, oui, c'est l'avenue la plus probable, mais ça peut prendre du temps avant que la personne se rétablisse. Donc, de demeurer présent, ça peut être un coup de fil, ça peut être de l'inviter à faire des choses, même si elle dit toujours non, donc de demeurer présent dans sa vie. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est vous inviter, vous avez vu différents mécanismes. Essayez de diversifier un petit peu vos mécanismes que vous utilisez. Si vous êtes toujours en train d'écouter le hockey, en train de prendre une bière, peut-être d'ouvrir une discussion un petit peu plus approfondie. Hein? Donc, il y a peut-être différentes manières. Plus la relation elle est diversifiée, plus la relation elle est aidante. Finalement, au niveau des personnes aidées, je veux juste vous dire que c'est vous qui avez le pouvoir. Okay? Donc, c'est vous qui avez le pouvoir de demander de l'aide à qui vous voulez. C'est vous qui avez le pouvoir de dire que vous avez besoin d'aide. Vous pouvez demander de l'aide à une ligne d'écoute, vous pouvez demander de l'aide à des organismes communautaires, des professionnels, des amis, des personnes proches, des personnes loin. C'est vous qui avez le pouvoir. Et puis aussi, je vous ai dit qu'il y avait différents mécanismes ou différents processus qui expliquaient le rétablissement en santé mentale. Bien là, je vous ai juste parlé du soutien social. Il y a aussi tout l'empowerment, tout l'espoir qu'il faut y avoir aussi autour du rétablissement. Donc, c'est vous qui avez le plus grand pouvoir dans cette circonstance-là. Et puis, finalement, pour les professionnels, ce que je vous encourage à faire, c'est intégrer les proches le plus que vous pouvez. Les proches, ça peut être des belles sources d'informations sur les différentes problématiques. Vous pouvez écouter les proches. Les proches ont souvent différents rôles. Ils sont à la fois un proche aidant, mais sont aussi un partenaire de service super important. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont parfois eux-mêmes des clients. Donc, des fois, eux-mêmes peuvent en venir à souffrir de troubles de santé mentale s'ils ne sont pas bien soutenus. Donc, en terminant, allez demander de l'aide, c'est super important. Ici, je vous ai mis le numéro de Avant de craquer. Avant de craquer, c'est un super organisme provincial qui regroupe toutes les APAM. Les APAM, c'est des organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes proches et à la famille des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale. N'hésitez pas à les appeler, ils sont super bien outillés. Ici, on a l'APAM Estrie qui est vraiment très intéressant aussi, qui offre toutes sortes de services par texto, des rencontres de groupe, des rencontres individuelles par téléphone. Allez les voir, ils sont super intéressants. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'on a des questions pour François? Moi, j'avais fini. Oui. Ah, les questions à l'arrière. Le micro est à l'arrière si vous voulez poser des questions. Questions, commentaires, insultes, je suis ouvert à tout. Je t'entends, je vais répéter la question. Ah, okay. Et voilà. Ben merci, c'était super intéressant. Je me demandais comment agir avec une personne qui a plus tendance à s'isoler puis qui rejette un peu toute l'aide qu'on peut vouloir lui apporter. Oui, c'est une super belle question. Puis effectivement, c'est que ça peut faire partie des problèmes. Hein? Des fois, par exemple, quelqu'un qui peut être dépressif peut se dire « Ah, je ne suis pas intéressant » ou « Ah, je vais juste amener tout le monde down ». Moi, ce que je pense, c'est justement l'idée de diversifier un petit peu notre relation. Donc, peut-être de trouver des intérêts communs que vous avez, des intérêts que la personne avait par le passé, trouver des choses qui sont moins confrontantes pour la personne. Et puis, j'ai plusieurs participants aussi qui m'ont dit même si je dis non, même si en ce moment, je ne veux pas y aller à ton souper de famille, de se faire inviter, ça fait « Ah, je suis encore dans la gang ». Moi, ce que je dirais, c'est demeurer présent sans harceler les personnes, mais de demeurer présent, varier les stratégies, puis continuer, dans le fond, à vous informer. Des fois, ça peut être par texto, des fois, ça peut être un courriel, Facebook, etc. On peut vraiment changer les différentes stratégies, puis de faire attention à vous-même. Oui, merci. Merci pour ta question. Oui. Il y a un micro là, mais tu peux parler très fort. Oui, bien, je pense qu'il ne faut pas nécessairement avoir peur d'être comme
c'est pas ce que tu dis, mais d'être un peu comme contaminé. Tu sais, je pense que des fois, ça fait du bien d'avoir une écoute, mais en même temps, surtout pour, là, tu sembles parler de quelqu'un qui aurait comme, par exemple, des idéations un petit peu plus paranoïdes, etc. Il ne faut pas nécessairement les valider. Donc, on peut juste l'écouter, puis peut-être émettre un petit doute. Ah, moi, c'est pas comme ça que je pense, mais sans confronter la personne. Confronter, c'est vraiment une intervention qui est beaucoup plus avancée que je ne vous recommande pas de faire. Donc, il ne faut pas avoir peur nécessairement d'être trop teinté. Il faut se protéger là-dedans. C'est sûr qu'il faut se protéger. Quelqu'un qui nous tirerait beaucoup de jus, il faut s'écouter, il faut s'appuyer. C'est là où des organismes comme la PAM peuvent être vraiment intéressants pour savoir où mettre notre limite avec qui selon notre relation. Mais d'écouter la personne, ça va vraiment l'aider à ventiler sans nécessairement accepter ce qu'elle dit comme étant ce qu'on croit aussi. D'autres questions, commentaires? C'était clair et limpide. Oui, Julie? La dernière diapositive, tu parlais du modèle de CAP. Oui, c'est le modèle qu'utilise, excuse-moi si tu me connais en trop théorique dans la vie, donc c'est le modèle qu'utilisent les APAM. Donc, c'est cette idée de dire qu'il faut intervenir avec les proches selon qu'ils sont clients pour le C, A, accompagnant ou P, partenaire. Donc, chaque fois qu'on a un proche aidant comme professionnel en face de nous, il faut voir qu'il y a ces différents chapeaux-là. Donc, il peut être accompagnant, il peut être un allié pour nous pour intervenir avec la personne atteinte, mais il peut aussi être un client lui-même, vivre la détresse, commencer à avoir des problématiques, une charge mentale, etc., qui s'ajoute. Puis aussi, il peut être partenaire dans l'évaluation des programmes, dans les comités d'usagers, etc. Donc, de vraiment voir ces trois facettes, si on veut, de son expérience. Est-ce que ce modèle-là est connu dans le réseau de la santé des services? Très peu. Tout comme les APAM sont connus à géométrie variable selon les régions. Mais ce n'est pas un modèle qui est très connu. C'est un modèle qui fait à peu près ça fait 3 ans que le réseau Avant de craquer fait ça comme ça. Ouais. Oui. Oui, moi j'ai une. C'est juste, je me demandais comment les stratégies changent si on parle d'un problème de santé mentale qui ne va pas disparaître. Je pensais par exemple de Alzheimer, de Parkinson's, des choses qu'on sait qui ne vont pas partir. Est-ce que les stratégies changent dans cette situation-là? C'est une très bonne question. En recherche, on a tendance à se spécialiser beaucoup dans quelque chose, fait que je ne connais pas nécessairement tout ce qui est les démences, de quelle fait partie la maladie d'Alzheimer. Ce qui est certain, c'est que le soutien social pour tout le monde fonctionne selon ces mécanismes-là. Après, la manière, la couleur que va prendre les mécanismes va pouvoir changer. L'espoir qu'on peut avoir peut-être d'une rémission, si c'est des maladies qui sont dégénératives, etc., va pouvoir changer. Mais ça, ces stratégies-là, même dans la population générale, même auprès des jeunes, c'est toutes des stratégies qu'on peut utiliser pour améliorer le bien-être, pour améliorer la qualité de vie des personnes. Donc, je réponds mal, mais je réponds un petit peu. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ça nous rappelle comment il est important d'être présent pour nos proches puis toute la différence que ça peut faire. Et donc, pour notre deuxième présentation, nous aurons 2 présentatrices. Nous aurons Marie-Christine Morin et Sabrina Anissa El-Mansali. Marie-Christine étudie au doctorat en sciences de l'activité physique, alors que Sabrina est professionnelle de recherche au centre RBC. Le titre de leur présentation s'intitule « Des anesthésistes stimulés pour la pleine conscience, évaluation et retombées ». Accueillez-les bien chaleureusement. Bonsoir. On m'a donné une bière et un micro. Quand même risqué que je me mette à chanter. Donc, ça nous fait plaisir de vous présenter notre projet qui met en vedette des anesthésistes et l'équipe du Centre d'expertise en santé mentale. Et notre histoire commence le jour où le département d'anesthésiologie est entré en contact avec le Centre d'expertise en santé mentale en ayant en tête cette problématique de détresse psychologique qui habite les résidents en anesthésiologie ou encore les anesthésiologistes eux-mêmes.
Et une des responsables de l'enseignement au département d'anesthésiologie, qui s'appelle Elisabeth, est venue rencontrer notre équipe avec en tête cet intérêt-là très fort pour la pleine conscience et aussi, bien sûr, plein de références scientifiques qui appuient les bénéfices de la pleine conscience sur la détresse psychologique, en lien avec la détresse psychologique. Et nous, au Centre d'expertise en santé mentale, on carbure au projet hors normes et on aime vraiment beaucoup explorer, expérimenter. Donc, on s'est dit, allons-y et on va leur concocter un programme de pleine conscience et en mesurer les effets avant et après. Avant de me lancer dans les grandes explications, j'aimerais savoir qui ici est familier avec l'approche de la pleine conscience. Wow! Beaucoup de mains, beaucoup plus que d'habitude. Qui ici, quand je dis les mots pleine conscience, a en tête « Oh mon Dieu, c'est une approche ésotérique » ou peu fondée. Oh, parfait! Soit, bon, quelques personnes honnêtes, sinon vous êtes très, très polis, c'est correct. Donc, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? En mots simples, c'est simplement de se décoller un peu le nez de nos préoccupations, c'est-à-dire de ce qui s'est passé précédemment, de nos ruminations, et aussi de ce qui pourrait se passer dans le futur, donc de nos anticipations. Et quand on n'est pas ni dans le passé ni dans le futur, qu'est-ce qui reste à faire? C'est simplement d'observer ce qui a lieu dans le moment présent. Et s'ancrer dans le moment présent, des fois, ça nous prend un petit coup de pouce, hein? Ça nous prend des outils, et ces outils-là sont principalement la respiration, les sensations corporelles, les sens, ou encore n'importe quel autre élément externe à soi sur lequel on peut porter une attention qui est volontaire. Donc, on choisit de porter notre attention à quelque chose qui a lieu dans le moment présent. C'est simplement ça la définition de la pleine conscience. Et nous, on a présenté cette définition-là de la pleine conscience à l'équipe de résidents en anesthésiologie dans le cadre d'une formation initiale qui était d'une durée de 3 heures, durant laquelle on démystifiait les concepts, le concept de la pleine conscience. On assoyait ça sur des fondements scientifiques. On présentait les bénéfices de l'approche, puis on commençait à intégrer tranquillement l'approche d'une manière simple, d'une manière accessible, reproductible et quotidienne. Ça, c'est le premier chapitre de notre histoire. Et ensuite, on a eu la chance d'écrire 12 autres chapitres d'une durée d'à peu près 15 minutes à chaque semaine, préalablement à leur rencontre hebdomadaire qu'ils faisaient par rapport à leur discipline. Donc, moi, j'entrais en scène 15 minutes avant leur rencontre hebdomadaire et on faisait de la pleine conscience, donc une pratique qu'ils pouvaient reproduire par la suite à la maison par le biais de méditation, de respiration, de dessin, d'écoute, par exemple. Donc, différents vecteurs, différents outils de pleine conscience qui leur permettaient d'avoir une pratique qui était régulière. Donc, ce sont nos autres chapitres qu'on a eu la chance d'écrire avec eux. Parfait. Merci, Marie-Christine. Donc, vous voyez que c'est un projet hors du commun. Donc, on a voulu aussi évaluer ce projet et voir quels sont les effets d'un programme de pleine conscience sur des résidents en anesthésiologie. Donc, on a concocté un petit questionnaire qui contenait autant des questions fermées. Donc, on leur demandait sur une échelle de 1 à 10 d'apprécier, de nous faire part de leur appréciation du programme. Et on leur a posé aussi des questions ouvertes pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, on a fait passer le questionnaire à 3 moments différents. Donc, lors de la première rencontre initiale, ce qui faisait référence au premier chapitre, finalement, du livre. Ensuite, on a fait passer ce questionnaire à la fin du programme, donc après les 4 mois du programme. Et on va leur faire passer un autre questionnaire 6 mois après leur participation, donc au mois de juin. Et ce qu'on voulait évaluer dans ce questionnaire, donc c'était quoi les effets sur les différents déterminants, entre autres la détresse psychologique, la pleine conscience, le bien-être mental, l'anxiété. Et les résultats sont vraiment
impressionnant. Alors, ce qu'on voit déjà, bonne nouvelle, c'est que dans la salle de réveil, l'opération est réussie. On voit qu'il y avait une participation d'environ une moyenne de participation d'environ 7,5 séances sur 12. On voit que les participants étaient très satisfaits de leur participation au programme. Donc, on voit que 89% des résidents disent que que le matériel qui a été présenté au programme est autant pertinent et utile. On voit que, je suis désolée, je suis obligée de tourner ma tête de temps en temps, que 97,5% jugent que le climat était propice à l'apprentissage, que la durée de la programmation du programme était vraiment adéquate et que finalement, 94% jugent que la durée du programme était adéquate. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des effets, donc une amélioration de leur bien-être, une diminution de l'anxiété, et on voit aussi qu'il y a un effet, une augmentation de l'état de pleine conscience. Donc, on avait commencé avec des résidents en anesthésiologie qui ne dormaient pas au gaz, mais là, on voit qu'ils sont pleinement conscients. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une relation positive entre le fait d'être pleinement conscient et ce qui va augmenter, selon eux, leur bien-être quotidien. Alors, on vous laisse aussi, croyez-le ou non, donc c'est des résidents qui étaient pleinement ancrés dans le moment présent et qui sont surtout, ils ont décidé de le rester. Donc, on vous laisse sur un verbatim d'un des résidents qui nous disait que j'ai toujours voulu mettre en place la pleine conscience dans ma vie puis dans ma pratique professionnelle, mais je suis bien heureux puis enthousiaste d'avoir eu cette formation pour pouvoir le faire pour de vrai. Voilà. Et notre histoire ne s'arrête pas là, donc elle fait des petits. Les commentaires qui sont partagés à la responsable du projet sont particulièrement positifs, significatifs. Ils ont envie d'assurer une pérennité à ce projet-là. Donc, ceux qui ont reçu le programme vont devenir des espèces de porteurs de drapeaux par rapport à la pleine conscience et essayer de reproduire les activités avec d'autres. Et ça a intéressé également, ça a piqué la curiosité de ce qu'on appelle les patrons en anesthésiologie. Donc, on a les résidents, mais on a aussi ceux qui les forment, ceux qui sont anesthésistes sur le terrain. Donc, eux aussi avaient envie de recevoir le programme et ils sont en train de s'organiser afin de mettre le programme en place de 12 semaines de leur côté également pour pouvoir intégrer la pleine conscience dans leur quotidien. Voilà la fin de notre histoire. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'on a des questions? Donc, je vous invite à vous déplacer au micro à l'arrière pour que tout le monde puisse bien entendre les questions. Ne soyez pas gênés, sinon je peux briser la glace. Est-ce qu'il y a des professions en particulier que tu penses que la méthode de pleine conscience pourrait s'appliquer, apporter beaucoup de bénéfices ou ça s'applique un peu partout? Alors, la pleine conscience prend de plus en plus d'envergure depuis à peu près une dizaine d'années. Il y a de plus en plus d'études qui portent sur le sujet aussi, donc c'est super intéressant. Ça commence à s'ancrer dans différentes disciplines. Ce qu'on voit principalement, là, c'est les disciplines de l'éducation, de la psychologie. On l'utilise également là, par rapport à l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, toutes les relations où on est en train de travailler avec des humains, en général, la pleine conscience peut s'inscrire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une recette, ce n'est pas une recette qu'il faut appliquer de manière, par exemple, assidue ou de manière rigoureuse. La pleine conscience prend différentes formes et il faut surtout l'incarner avant de l'utiliser comme un outil. La pleine conscience, c'est une approche, c'est un mode de vie, c'est une perspective différente sur le quotidien. Donc, si on choisit de le prendre comme une technique, comme un outil, les effets sont beaucoup moins grands à long terme. Il faut savoir l'incarner soi-même avant d'être en mesure de le diffuser. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, soyez pas gênés. Salut, merci pour la présentation. Encore une fois, vraiment bien vulgarisé.
Je voulais savoir, d'un point de vue plus personnel, est-ce que vous en faites de la pleine conscience? Puis ce serait quoi votre verbatim? Notre verbatim? Oui. Oh, j'ai un micro, pardon. Oui. Témoignage personnel. Est-ce que tu veux y aller, Sabrina? J'ai pas entendu la question. Je parlais. Désolée. Est-ce que tu pratiques la pleine conscience et qu'est-ce que tu utilises comme verbatim? Non, mais vous, les bienfaits que vous en trouvez, là. OK. Moi, je pratique pas la pleine conscience. Donc, je sais pas quoi dire de plus. Moi, je pratique la pleine conscience. Comme vous pouvez le constater, pleine conscience ne veut pas dire qu'on n'est pas stressé ou qu'on est zen. Vous pouvez peut-être le constater actuellement. Donc, la pleine conscience, pour moi, c'est une philosophie de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, donc, vraiment un changement de perception, de perspective sur le quotidien. Et ça passe beaucoup à travers des attitudes particulières qu'on cultive, que ce soit l'empathie, la gratitude, l'émerveillement au quotidien. Donc, oui, je pratique par des activités ou par des techniques, mais pour moi, c'est de cultiver ces attitudes-là au quotidien également, de faire en sorte que je me sens ancrée puis pleinement présente dans ce que je fais et je me rends disponible à ce que je suis en train de faire. Vraiment inspirant, ça donne le goût. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est déjà rendu à prendre une petite pause. On va prendre une petite pause de 10 minutes avant nos 2 autres présentations. Je vous invite, si vous avez le temps et l'envie, il y a une petite boîte à l'accueil où est-ce qu'on peut mettre des dons. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Ça l'aide la mission de Bistro Brain à continuer. Allô, moi c'est Marik. Hier sur Instagram, je me suis rendu compte que Marjorie a invité tout le monde à sa fête sauf moi. Peut-être que c'est parce que je suis pas assez cool, peut-être parce qu'elle me trouve bizarre, peut-être aussi que c'est parce que j'ai pas de chum. Je pourrais faire semblant d'en avoir un pour faire partie de la gang. Je me trouve poche. Ça me donne vraiment pas envie d'aller à l'école demain. En même temps, si je vais pas à l'école, elles vont sûrement parler de moi dans mon dos. J'aimerais tellement ça être comme Marjorie. Elle a un beau style, elle a plein d'amis, elle est bonne au volleyball. Comparé à elle, j'ai pas grand-chose d'intéressant. Moi, c'est Camille. Laissez-moi vous dire que je viens de passer l'année la plus difficile de ma vie. Moi qui avais tellement hâte de rentrer à l'université, j'étais loin de me douter que je me ramasserais dans ma chambre à pleurer toute seule à la moitié de ma première session. La pression était juste trop forte. 5 examens en 2 semaines, je ne voyais pas comment j'allais faire pour performer dans tous mes cours. Fait que j'étudiais jusque tard dans la nuit, je me couchais avec un mal de ventre, je ruminais jusqu'aux petites heures du matin, puis je me levais, j'allais à mes cours en étant incapable d'avaler quoi que ce soit. Juste un peu avant Noël, j'ai fait ma première crise de panique. Donc, ça a l'air un petit peu déprimant aussi pour commencer, sauf qu'on va arriver avec des solutions. Marik et Camille, c'est 2 jeunes filles. Vous avez entendu 2 témoignages de 2 jeunes filles, Marik au secondaire et Camille à l'université, qui semblent avoir des symptômes d'anxiété, une faible estime de soi, qui font beaucoup de comparaisons sociales. Ce qui est perturbant, par contre, là-dedans, c'est que Marie et Camille ne sont pas les seuls. Donc, c'est ça. Là, je vais me tourner aussi un peu parce que c'est des statistiques. Mais donc, selon un rapport qui a été mené auprès de jeunes Montréalais en 6e année, il y aurait une détresse psychologique élevée chez les jeunes. Donc, on parle de 21% chez les garçons et 17% chez les filles. Et non seulement ça, cette détresse psychologique, elle augmente au secondaire. Donc, on est passé de 21% en 2011 et c'est monté à 29% en 2017. Donc, je ris, mais c'est pas drôle. Là. Je parle juste du fait que je dois me retourner à chaque fois. Aussi, il y a 14% des jeunes de 5 à 19 ans qui auraient reçu un trouble de santé mentale, un diagnostic de trouble de santé mentale de 5 à 19 ans. Et puis,
ces troubles de santé mentale-là apparaissent avant l'âge de 14 ans dans 50 des cas et avant l'âge de 24 ans dans 75 des cas. Et puis, il y a 17 des jeunes au secondaire qui auraient reçu un diagnostic de troubles anxieux de la part d'un médecin ou d'un professionnel de la santé dans une enquête qui a été menée en 2019. Ces enjeux-là sont probablement pas étrangers au fait que le développement des compétences psychosociales ne figure pas comme une priorité dans nos programmes d'éducation au Québec. Pourtant, depuis plus de 30 ans, l'Organisation mondiale de la santé met de l'avant l'importance de développer ces compétences-là. Dans les dernières années, le Conseil supérieur de l'éducation a aussi remis à l'avant-plan l'importance d'intégrer ces compétences, le développement des compétences psychosociales à même nos programmes d'éducation. Mais peut-être que vous nous demandez à quoi ça sert, des compétences psychosociales. Mais c'est ces compétences-là qui nous permettent d'affronter les défis qu'on rencontre au quotidien, de les gérer adéquatement. C'est ces compétences-là aussi, c'est ces compétences-là qui nous permettent de maintenir un état de bien-être. Et aussi, c'est ces compétences-là qui nous aident à interagir de façon positive avec notre entourage, avec notre culture, avec notre environnement. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tantôt. Je voulais juste savoir si vous saviez c'est quoi la différence entre on va lever la main, c'est qui connaît la différence entre une compétence socio-émotionnelle et une compétence psychosociale? Si oui, levez la main, sinon, bien, levez pas la main. Parfait. En fait, c'est la même différence qu'on trouve entre une voiture et une automobile. Donc, il n'y en a pas. En fait, c'est deux appellations. Puis, ce qui est en fait intéressant de constater, c'est que le terme compétence psychosociale est souvent utilisé dans quand ça vise un public qui est plus scientifique, donc dans des articles scientifiques, des choses comme ça. Tandis que les compétences socio-émotionnelles sont plus souvent utilisées dans un contexte où est-ce que ça rejoint un public qui est plus général, comme vous, donc, ce soir. Je parle de compétences socio-émotionnelles depuis tantôt, mais c'est quoi? Concrètement, donc à l'écran, vous pouvez voir plusieurs exemples de ce que ça représente. Donc, par exemple, demander de l'aide, résoudre des problèmes, communiquer, réguler ses émotions, c'est toutes des compétences qui sont socio-émotionnelles. Et c'est d'ailleurs des compétences qui sont travaillées à travers le programme Orpis qu'on va vous parler prochainement. Et aussi, ces compétences-là vont être davantage explicitées dans une autre présentation après nous de Jacinthe et Sabrina. Donc, c'est là que le programme Orpis entre en scène. Le programme Orpis, c'est un programme de prévention des troubles anxieux, mais aussi d'autres troubles d'adaptation, parce qu'on mise sur le développement des compétences psychosociales des élèves, mais aussi sur l'établissement de milieux sains et bienveillants. Donc, on va venir agir auprès des membres du personnel scolaire, auprès des parents, pour qu'ils mettent en place des pratiques qui vont favoriser le bien-être des élèves, mais qui vont aussi favoriser leur propre bien-être. C'est un programme qui est déployé dans les milieux scolaires, de la pré-maternelle, maternelle 4 ans auprès des petits, jusqu'à l'université, en passant par les centres de formation générale aux adultes et les centres de formation professionnelle. Puis actuellement, là, au primaire et au secondaire, il y a environ 375 écoles qui déploient le programme Orpis. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formes. Au primaire, au secondaire, ça prend la forme d'ateliers participatifs en classe qui visent tous les élèves, qui visent vraiment à les outiller, à faire face aux défis de la vie, à développer leurs compétences psychosociales. Ça prend aussi la forme d'ateliers, d'outils de réinvestissement, de différents matériels qui visent les membres du personnel scolaire, mais aussi les parents, comme je disais, pour les aider à développer un langage commun puis à mettre en place des pratiques qui vont favoriser le bien-être de leurs jeunes. Et ça peut prendre aussi la forme de groupes d'intervention, donc pour les élèves qui présentent certains symptômes anxieux plus importants et pour leurs parents, pour leur permettre d'apprivoiser cette anxiété-là puis de sortir tranquillement de leur zone de confort.
Donc, au post-secondaire, ça va prendre plutôt la forme d'un accompagnement des milieux, donc d'une démarche systémique où on va venir évaluer les besoins du milieu, mais aussi ce qui est déjà en place, ce qui est déjà offert par le milieu. Puis on va leur proposer une banque d'ateliers, d'outils qu'ils vont pouvoir utiliser puis déployer dans leur milieu, puis on va venir évaluer ces outils-là. Je passe rapidement parce que mes collègues tantôt là, vont vous parler plus en détail de ce volet-là. Comme vous savez, probablement, il y a quand même plusieurs programmes qui existent au Québec de prévention. Donc, comme Orpis se démarque comment par rapport à ces programmes, ils se distinguent de quelle manière? Donc, la première chose, c'est de par sa gratuité. Donc, quand une école décide de l'implanter, il n'y a pas de coût associé et n'importe quelle école peut l'implanter. Il se démarque aussi de par... tu peux cliquer en même temps. De par son approche globale. Donc, Orpis, ça vise pas seulement le jeune, ça vise vraiment son environnement en général. Donc, on parle de, par exemple, toutes les personnes enseignantes, les parents, donc l'équipe école, le programme agit vraiment sur son environnement général. Il se démarque aussi de par son processus d'évaluation continue. Donc, chaque année, Orpis est évalué auprès des jeunes. Donc, on évalue les effets. Ça nous permet de le bonifier d'année en année et aussi d'entendre aussi ce que les acteurs des milieux ont à dire par rapport au programme. Donc, ça nous permet de l'ajuster en fonction des commentaires qu'on reçoit. Il se démarque aussi par rapport au soutien qui est offert. Donc, il y a une équipe qui a été mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour accompagner les écoles dans l'implantation. Donc, c'est une équipe complète. Une personne est associée à chaque école pour les aider dans l'implantation. Et puis, s'il se démarque aussi par la collaboration aussi interréseau. Donc, par exemple, quand une école décide d'implanter, il y a des organismes externes comme des organismes communautaires ou des CIUS qui viennent prêter main forte dans l'implantation du programme. Donc, ça favorise cette collaboration. Et puis, là, j'en dis quelques-uns. Comme vous pouvez voir, il y en a quand même plusieurs. Donc, le dernier que je vais mentionner, c'est qu'il se démarque par son continuum de la prévention à l'intervention. Donc, le programme commence par de la prévention universelle et puis, tout doucement, il se décline en intervention plus spécifique qui vise les jeunes, donc qui sont considérés plus vulnérables et qui ont des symptômes plus importants d'anxiété. Donc, Eliane vous l'a dit, on évalue les programmes à chaque année de différentes façons. Évidemment, on n'avait pas le temps là, de vous présenter toute la méthode qu'on utilise, ni tous les résultats, mais on avait le goût de vous partager quelques retombées qui ressortent de ces évaluations-là. Donc, au primaire et au préscolaire, on remarque là, entre le moment où les jeunes commencent les ateliers et le moment où ils les terminent, on remarque une diminution de l'anxiété chez les jeunes qui présentaient davantage d'anxiété au début des ateliers et une augmentation là, du sentiment de compétence sociale et émotionnelle. Et chez les élèves du secondaire, on remarque également une diminution de plusieurs symptômes anxieux et une augmentation du sentiment de compétence également. Et chez les personnes étudiantes au post-secondaire, donc en fonction de certaines initiatives, là, on remarque une augmentation du bien-être, puis aussi une motivation des personnes étudiantes à mettre en place ce qu'ils ont appris dans le programme Orpis. Donc, si jamais vous êtes intéressé à connaître plus les résultats des programmes Orpis, là, sur notre site web, il y a tous les rapports complets d'évaluation. Donc, ce que les élèves en pensent, puis là, je vais vous lire certains verbatims, fait que je vais plus me tourner. On avait le goût de vous partager un petit peu là, ce que disent les élèves qui participent au programme. Donc, les tout-petits, maternelle, première année. Donc, ça m'a appris que si tu as de la misère, tu demandes de l'aide. Moi, j'ai appris qu'il fallait être gentil avec les autres. Chez les élèves du secondaire, oui, j'ai quand même réussi à mieux comprendre comment je me sentais la plupart du temps. Moi, je suis beaucoup plus présente à l'école et je fais beaucoup plus de décisions avec beaucoup plus de confiance. Les Orpis m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses à propos de moi et m'ont permis de gérer certains de mes problèmes intérieurs. Chez les étudiants au post-secondaire, ça a des effets car au début, la pression et la tension étaient là. Au fil du temps, ça s'apaisait. C'est comme si c'est une thérapie où on est entraîné à le faire.
On n'a pas fini. On va vous dire le dénouement de Camille et de Marik. Je me sens mieux. Je me rends compte que je saute trop rapidement aux conclusions. Notre professeure de français, Mme Langlois, nous a introduit un programme qui s'appelle Hors-Piste, qui m'aide à m'accepter davantage et à être bienveillante envers moi-même. Contrairement à ce que je pensais, les gens s'intéressent à moi et j'ai des vraiment bonnes amies. C'est fou comment notre cerveau peut nous jouer des tours des fois. Ce que j'apprends aujourd'hui, ça va vraiment me servir toute ma vie. Heureusement, j'ai une amie qui m'a parlé d'ateliers sur l'anxiété qui était offert par le service de la vie étudiante. J'ai pris mon courage à 2 mains, puis j'ai décidé d'y participer. J'ai repris tranquillement un certain équilibre dans ma vie, je me suis mis des limites à mes heures d'études, je me suis fixé des défis plus réalistes, puis j'ai passé plus de temps à avoir du fun avec mes amis. Mais ce que j'ai surtout appris, c'est que je vaux beaucoup plus que mes notes. Que même si je me plante à un examen ou que je vis une difficulté, ça ne m'enlève pas ma générosité, mon sens de l'humour, mon petit côté joueuse de tour. Dans le fond, j'ai vécu une année vraiment difficile, mais j'en sors grandie. Merci beaucoup pour la super présentation et les jeux d'actrices extraordinaires. Est-ce qu'on a des questions? Donc, le micro à l'arrière est toujours disponible. Non. On était trop clairs. Oui. Sinon, je peux en poser une. Si on veut implanter le programme dont vous avez parlé, qui est-ce qui peut faire la demande ou qui a le pouvoir de le faire? Oui, je peux peut-être répondre. Dans le fond, les demandes viennent souvent des acteurs du milieu scolaire, mais on a des parents, des fois, qui ont parlé à leur école de ce programme-là, puis après ça, que ce soit des enseignants, des professionnels scolaires, des directions d'école, contactent l'équipe qui est en charge de l'implantation du programme. Donc, vous avez le lien là, sur le site web du programme Hors-Piste. Il y a les coordonnées à contacter si une école veut implanter le programme. Merci. D'autres questions? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer de la résistance de la part d'enseignants ou d'écoles qui ne voulaient pas nécessairement implanter le programme? Est-ce que vous avez déjà dû les convaincre? Jamais. Alors oui, effectivement. Puis c'est vraiment l'approche qu'on privilégie. Premièrement, c'est une approche volontaire. Là. Donc, on ne force pas les milieux à implanter un programme parce que vous aurez compris que si ça ne nous tente pas d'enseigner les habiletés psychosociales, ça risque pas beaucoup de fonctionner. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on privilégie beaucoup une approche par petits pas. Donc, le soutien qui est offert dans l'implantation du programme par l'équipe de la Montérégie, là, elle vise vraiment ça, de regarder avec l'école, mais c'est quoi leurs besoins, mais c'est quoi aussi leur capacité, c'est quoi la réalité de leur école, qu'est-ce qu'ils ont déjà en place, puis comment on peut tranquillement implanter ce programme-là. Donc, il y a des écoles qui choisissent de l'implanter à large échelle dès le départ parce qu'ils ont une équipe super mobilisée, mais il y a des écoles qui choisissent quelques enseignants qui ont le goût d'essayer, testent une année, puis là, oups, ça découle sur d'autres classes, puis ça finit par faire boule de neige. Donc, il y a plusieurs modèles d'implantation qui est possible. Donc, puis on a aussi en place, on propose à l'école de mettre en place un petit comité où les personnes enseignantes sont impliquées, donc pour réfléchir au modèle d'implantation avec les personnes enseignantes. Donc, ça vient aussi faciliter cette collaboration-là. Mais oui, ça arrive. Oui, Félix? Oui, donc moi, je serais curieux de savoir, c'est combien d'écoles qui implantent le programme Hors-Piste? Alors, si tu avais été attentif, tu aurais compris que c'est 375 écoles primaires et secondaires qui implantent le programme, là, donc 250 au primaire, 175 au secondaire. Puis il y a des centres de formation générale aux adultes, des centres de formation professionnelle et les 5 établissements postsecondaires en Estrie, mais d'autres établissements là, qui emboîtent le pas. D'autres questions? Ça va? Merci. C'est bon? Merci. Donc, on a des super initiatives qui nous sont détaillées. C'est super.
Alors, nous avons une dernière présentation déjà. Et donc, ce sera avec Jacinthe Leduc et Sabrina Anissa Elmansani. La première, donc, Jacinthe, est psychoéducatrice et également formatrice au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Et également Sabrina, qui est en train de faire un doctorat à l'Université de Sherbrooke. Et donc, le titre de leur présentation s'intitule « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le vrai génie ». Accueillez-les. Bonsoir. Comment allez-vous, là? On est la 4e. Ça va toujours? Excellent. Alors, ce soir, on est 3 à présenter. Sabrina, moi et notre principale présentatrice. Je fais des blagues. Je suis curieuse. Moi, je commence d'emblée en vous disant, la grand-mère de mon amoureux, de mon premier amoureux, elle me disait ça comme ça. « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le vrai génie. » Et ça m'avait fait réfléchir, cette phrase-là, à ce qui était justement l'intelligence émotionnelle. On entend souvent parler de quotient intellectuel. Qui dans la salle a déjà passé un test de QI? Qui dans la salle a déjà passé un test de quotient émotionnel? Intéressant, intéressant. Donc, justement, de plus en plus, on le voit, et c'est cette richesse-là d'intelligence émotionnelle, les filles, Eliane et Joël, viennent de nous mettre la table par rapport à ça. Alors, avant qu'on commence, est-ce que vous seriez capable d'emblée, comme ça, juste si je vous dis « intelligence émotionnelle », pointez-moi quelqu'un dans la salle qui, selon vous, il a cette intelligence émotionnelle-là. Intéressant. On va voir. On vous présente c'est quoi, puis on va voir si ça allait repointer la même personne. Alors, dans la littérature, dans toutes les recherches qui ont été faites, il y a une base, tout le monde s'entend sur ça, il y a beaucoup de résultats. Développer mes 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment des facteurs clés qui m'aident à mieux passer au travers de mon parcours au cégep, à l'université, puis sur le milieu du travail. Ça, c'est d'emblée acquis. Quelles sont les 5 dimensions? Bien, les 3 premières, c'est moi avec moi. Les 2 suivantes, les 2 dernières, c'est moi, mais avec l'autre. Souvent, on se demande, mais pourquoi passer ce temps-là à mieux se connaître, à mieux se gérer, etc.? Mais c'est justement pour être capable d'être plus disposé à l'autre. Alors, si on commence avec la première, la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on doit connaître de soi? Nos buts, nos valeurs, ce qu'on n'aime pas. Je jasais de ça avec mes étudiants cet après-midi. Je ne suis pas Éric dans le fond de la classe qui était là. Mais c'est comment je réagis quand il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait moins du bien? Alors, première dimension, et ce qui est important de savoir dans ces 5 dimensions-là, c'est qu'elles sont hiérarchisées. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres, mais si je développe bien la première, ça m'aide à développer la deuxième, et ainsi de suite. La deuxième m'aide à développer la troisième, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par soi, mieux se connaître, pour se gérer. La deuxième, on gère quoi? On gère nos sentiments, nos besoins, notre hygiène de vie. Par exemple, dans la salle, il y en a peut-être que ça leur prend minimum 8 heures de sommeil. Bien, si je suis au courant, en connaissance de moi, bien, je vais le gérer mieux. Là, c'est le moment où je sais que c'est filmé. Papa, j'ai eu ton autorisation. Quand j'étais plus jeune, mon père, des fois, il avait tendance, quand il avait chaud, faim, froid ou mal en quelque part, à être, on va se le dire en bon québécois, bête. Et là, quand je disais, ado, « Papa, t'es bête », il me répondait « Non, je suis pas bête, c'est toi là, que tu me le dis. » « Non, non, je suis bête. » Et puis là, on s'ostinait. Mon père ne le savait pas. Et là, il m'est arrivé, il y a peut-être une dizaine d'années, à 64 ans, il vient me voir et dit « Jacinthe, je pense que je vais réaliser quelque chose. » Oui. Bien, tu sais, des fois, là, quand je suis fatiguée ou je viens de me donner un coup de marteau ou j'ai mal, ben, des fois, je peux être un tantinet impatient.
Non! Really, Dad? Alors, il n'avait pas cette conscience de lui, donc il ne pouvait pas gérer. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne connais pas. La troisième, l'automotivation. Donc, j'ai peut-être un objectif, hein, finir mon programme d'études, faire un marathon, mais si en cours de route, ben, j'ai minimisé peut-être que ça va moins bien avec mon partenaire ou je vis de l'anxiété. Et là, je vais perdre de vue mon objectif. Alors, c'est pour ça que, de un, de savoir c'est quoi ton objectif, de deux, de te gérer en fonction pour te motiver. Ça, c'était les trois premières, moi avec moi. Donc, l'intelligence intrapersonnelle. Une fois que ça, c'est plus développé, bien, on est capable d'avoir plus d'espace pour l'autre. Si moi, avant d'arriver ici, j'avais une crevaison et que là, je venais de donner un cours qui ne s'était pas super bien passé. Puis j'arrive ici, puis là, Alexis me dit « Hey, Jacinthe, dépêche-toi, c'est à toi, là. Finalement, on a inversé les présentations. » Ça se peut que je dise « Alexis, ben voyons donc. Hein? Hey, Alexis! » Parce que j'arrive déjà chargée. C'est super facile d'avoir une intelligence émotionnelle quand tout va bien. Le véritable défi, c'est quand nous aussi, ça va moyen bien. Alors, d'où notre capacité, quand on sait gérer, on se connaît, d'avoir un petit peu plus de soucis de « Alexis, je comprends, on va s'adapter, toi, tu as dû être rushé, et voilà, on s'adapte. » Pour finalement, si j'ai de l'empathie, ben, être capable de développer des habiletés sociales, comme les filles en ont parlé. Hein, si je vais au cinéma, puis il y a une file d'attente pour la billetterie, je vais me placer en arrière. Pourquoi? Bien, parce que je veux me mettre à la place de l'autre et je ne voudrais pas être dépassée. Si je me mets juste en arrière parce que je ne veux pas qu'on me regarde croche, ce n'est pas une habileté sociale, mais ça implique une véritable empathie. Alors ça, Sabrina, là, c'est notre base. Si on regarde qu'est-ce que le Centre RBC a fait avec ça, comment il a injecté ces dimensions de l'intelligence émotionnelle pour les développer à plus large, bien, premièrement, on a nos étudiants au centre. Hein, dans notre système, hein, pour les 3 cégeps et les 2 universités en Estrie, on a des initiatives qui vont pour les étudiants. Après ça, pour les enseignants et professeurs. Pour les intervenants autour, que ce soit les travailleurs sociaux, les psychoaides, etc., les autres employés, des fois les coordonnateurs de stage, etc., dans l'administration, et finalement aussi tout ce qui est la culture du milieu, les valeurs du milieu. Hein, est-ce que c'est important également pour cet établissement-là de faire valoir l'intelligence émotionnelle? Et dans ça, on a eu des ateliers Zénith, 5 beaux ateliers d'1h45 en sous-groupe, où on jase de ces 5 dimensions intelligence émotionnelle-là et on se donne des exemples de notre vie. Un cours également dont Sabrina va vous parler avec les ateliers Zénith pour les chercheurs de demain, hein, nos futurs professeurs au doctorat, au postdoctorat. C'est ça qu'Éric suivait cet après-midi. Également des ateliers de formation à la pièce, que ce soit pour les intervenants, que ce soit pour les enseignants. Hein, il y en a un qui s'appelait « La communication consciente », un autre sur les forces de caractère. La série vidéo « Bien ensemble avec soi », une série que j'ai faite, 16 capsules. Si vous voulez la taper, vous avez juste à mettre ça dans Google, ça sort. 16 belles capsules qui aident concrètement à développer notre intelligence émotionnelle avec des exercices. Je me suis même lancée en anglais, mais là, vous n'avez pas le droit de juger mon accent. Et finalement, avec Félix ici à l'avant, ben, pour être capable d'aller chercher tout le milieu, on a fait des Dream Teams dans chaque cégep, dans chaque université, qui se sont engagés à vouloir justement développer cette intelligence émotionnelle-là. Alors, je repose ma question. Maintenant qu'on sait c'est quoi de l'intelligence émotionnelle et les 5 dimensions, qui pointez-vous maintenant? Est-ce que vous repointez la même personne? Allez-y. Oui, tu as raison, Julie, je te comprends. Alors, je vous cède la parole à Sabrina pour la suite, qui va vous expliquer justement, ben, avec toutes ces initiatives-là, c'est quoi les résultats qui en sont ressortis. Merci, Jacinthe. Donc, vous voyez qu'au Centre RBC, on essaye d'implanter ces 5 dimensions dans les différents ateliers courts qui sont mis en place.
Par manque de temps, aujourd'hui, je vous présenterai les résultats de 2 initiatives qui sont les ateliers Zénith. Donc, jusqu'à présent, il y a eu 15 groupes qui ont participé à ces ateliers Zénith et dont 3 groupes font partie de l'Université de Sherbrooke. Et comment on a fait l'évaluation? Donc, on a fait passer un questionnaire post-atelier. Donc, après les 5 ateliers, on leur a fait passer un questionnaire, encore une fois, avec des questions fermées où ils avaient à s'auto-évaluer sur une échelle de 1 à 10 par rapport aux 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Puis, il y avait aussi des questions qualitatives, donc des questions ouvertes où les personnes pouvaient s'exprimer. Il y avait aussi le cours pour les étudiants, un cours volontaire pour des étudiants de doctorat et post-doctorat de l'Université de Sherbrooke qui ont suivi un cours qui est changer un petit peu la culture de performance pour allier performance et bienveillance ensemble. Et jusqu'à ce jour, il y a eu 3 groupes qui ont suivi ce cours et un 4e dont Éric fait partie. Éric, tu ne pensais pas être aussi nommé ce soir, hein? Je le sens. Et puis pour le premier groupe, ce qu'on a fait aussi, on a fait un groupe de discussion. Donc tous les étudiants qui ont participé à ce cours ont participé à un groupe de discussion qui était animé par Julie, où elle nous avait, je m'inclus parce que je faisais partie, j'ai suivi ce cours, où elle nous posait différentes questions sur l'expérience d'avoir vécu ce cours. Oups, oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci, tu es en train de dire qu'il y avait eu 3 cohortes aussi là-dessus. Oui. Et puis, ce qu'on constate, c'est que pensent les personnes étudiantes qui ont participé à ces ateliers Zénith? Donc, on voit déjà que... Oups, désolée. Alors, on voit déjà que ces personnes étudiantes constatent, ont une croyance qu'avec la participation aux ateliers Zénith, ils ont réussi à développer leur intelligence émotionnelle et que 94% nous disent qu'il y a une croyance que le fait d'avoir développé cette intelligence émotionnelle augmente leur état de bien-être. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en lien avec ce que tu disais, Jacinthe, connaître nos valeurs, nos besoins, connaître donc notre boussole intérieure, fait en sorte que certaines personnes vont nous dire « ça me ramène à moi, ça me ramène à mes besoins ». D'autres personnes vont nous dire « après avoir suivi ces ateliers, je suis capable de faire des choix conscients ». Et il y en a même qui ont développé leur style de communication. Donc, ils disent, maintenant, avant de communiquer, je pense bien à mon message pour que le message passe comme il faut. Maintenant, que pensent les professeurs de demain, donc les étudiants, doctorants, postdoctorants qui ont suivi le cours « Allier la performance et la bienveillance à l'université », eux, ils nous disent, d'abord, on voit que 97% de ces étudiants constatent qu'ils sont très satisfaits de leur participation à ce cours. Ils considèrent que ce cours est un cadeau pour soi, parce que quand on s'inscrit à ce cours volontaire, on ne sait pas que c'est tourné vers soi. Donc, il y en a qui nous disent que c'est comme si j'ai appris à parler une nouvelle langue. Et finalement, il y en a qui nous disent que c'est du temps qu'on se donne à soi-même pour s'orienter un peu sur soi. Et puis finalement, il y en a qui nous disent que ce cours est nécessaire, il est bénéfique à toutes les personnes étudiantes qui envisagent une carrière académique. Donc, c'est porteur d'espoir de dire que oui, les gens sont motivés à allier la bienveillance et la performance à l'université. Tout à fait, et de l'incarner aussi comme futur prof, quand j'arrive avec mes étudiants. Et tantôt, Joël puis Eliane parlaient d'à quel point, puis on revient, on veut taper sur le clou, développer mon intelligence émotionnelle m'aide réellement à mieux vivre mon parcours académique à l'école, mais également sur le marché du travail. Alors, on en arrive à la conclusion, si tu veux juste faire la petite dernière, ça serait donc le fun si on le mettait directement au cursus académique. Au cégep, par exemple, on a un cours d'éducation physique, on a un cours de philosophie, un cours de littérature, qui sont la formation générale. Mais tu sais, si on intégrait ça, un petit peu comme le ESR ou éthique, exactement pour développer cette intelligence émotionnelle, je vois des oui, dans le fond, ça serait-tu le fun? Mon père n'aurait pas attendu jusqu'à ses 64 ans pour dire « Hey, j'ai compris, Jacinthe, hein? » Puis je te salue, papa, à la maison. Alors voilà ce qu'on souhaite pour la suite, qui sait? Que ça rentre au cursus scolaire et que
ta belle petite fille, elle ait ces cours-là directement. On l'espère. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup, c'est une super présentation. Est-ce qu'on a des questions pour nos deux présentatrices? Moi, j'ai une petite question. Donc, souvent, on a comme souhait d'implanter ça dans une culture d'établissement, mais c'est très difficile. Si vous aviez une espèce de petite baguette magique pour changer les cultures d'établissement, pour qu'il y ait plus de cette intelligence émotionnelle-là, on peut parler des universités, mais peut-être les milieux de travail des personnes ici, ça serait quoi les petites choses que vous voudriez changer? Je me permets? 2 choses. Un en l'incarnant. Pardon. Un en l'incarnant. En le nommant. Quand je suis avec mes collègues, de dire « Ah, je m'excuse, j'ai juste besoin d'un petit temps, je vais me recalmer, je te reviens, est-ce que ça te dérange? » Déjà là, c'est un plus. De 2, bien, on l'a nommé un peu tantôt. Hein, en allant chercher nos alliés de chaque milieu. Il y en a toujours, hein, un peu comme les ateliers, pas le programme hors-piste. On va chercher d'abord ceux qui y croient, ceux qui sont nos porte-étendards avec le drapeau. Et là, peu à peu, on l'intègre, on l'insère et ça devient un peu une culture. C'est comme, maintenant, on n'a plus besoin de dire aux jeunes attache ton soulier en éducation physique. Bon, des fois, oui, là, mais en général, attache tes cheveux, mets des bas dans... C'est la même chose. Éventuellement, à force que ça devienne partie intégrante, ben ça contamine positivement. Merci François pour la belle question. Merci pour la présentation. Est-ce que c'est réaliste de penser que dans des années, disons, proches, ça fasse partie du cursus scolaire? Oh. Ministère, oui, bonjour, j'aimerais parler. Non. C'est des pas de géants. En tout cas, si je me permets, je ne sais pas si tu voulais répondre aussi, Sabrina. Présentement, il y a eu des pas de géants récemment. T'sais, avec tout ce que fait le centre présentement, on la voit à la portée, avec tous les résultats qu'il y a. On le voit à quel point on n'a plus besoin tant de marteler sur le même clou que c'est essentiel. Là, après ça, la logistique d'insérer ça, c'est là qu'on rentre dans un petit peu plus de logistique ministérielle, mais je le sais qu'il y a des questions par rapport à ça. Je vous donne l'exemple au Cégep de Sherbrooke, à la suite des ateliers Zénith, il y a 2 professeurs qui ont décidé d'intégrer ça comme cours en éducation physique, le 15 heures de plus en intelligence émotionnelle, en santé mentale. On a santé physique, santé mentale. Alors, de plus en plus, on le voit rentrer dans le cursus. Si j'avais à prédire, mettons, qu'est-ce que tu dirais, toi? Le plus tôt possible. Mais admettons qu'on est idéaliste, Julie, tu dirais quoi? 10 ans? 5 ans? Moins que ça, j'aime ça. On se fie sur Julie. Moi, je vote pour la réponse de Julie. Julie est d'un naturel très optimiste aussi, il faut le dire. J'avais fait des blagues s'il n'y avait pas de questions, que mon chum allait aller poser la question. Alors, comment qu'on fait pour développer l'intelligence émotionnelle de notre partenaire amoureux? Non. Alors, ça, c'est Sabrina qui donne le cours. Non. Bien, merci tout le monde. Bonne fête de soirée. Merci beaucoup. On est déjà à la fin de la soirée. Est-ce que vous avez apprécié votre soirée? Yeah. On applaudit nos présentateurs, présentatrices. Donc, je suis rendue au remerciement de tout le monde. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont impliqués dans cet événement-là. Donc, tout d'abord, nos présentateurs, présentatrices, qui étaient 7 aujourd'hui. Il y a 6, en fait, 6 présentateurs. Donc, merci à tous. Oui, un 7e qui s'en vient. Il y était 7 sur la scène. Et donc, merci à vous, le public, d'avoir été attentif et d'avoir posé des questions. Merci aux employés du Bac et Bière qui vous ont servi donc la nourriture et les boissons. Donc, on a Cameron, Kenza, Carmen, Léandre et Andy. Merci beaucoup. On a aussi nos bénévoles de l'équipe de Bistro Brain. Donc, merci à Patricia qui était à l'accueil, à Loïc qui était à la captation, à Alex qui était en arrière de l'ordinateur pour le son, etc. Et on a Alexis qui se promène avec toutes nous et qui fait que l'ambiance est juste exceptionnelle. Et oui.
Et moi, Marika, à l'animation. Donc, merci à tous et merci encore à nos commanditaires qui sont l'AGEG, le Sarius et notre collaborateur pour la soirée. On le répète, on va apprendre l'acronyme par cœur, le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Et donc, voilà.